Bonjour à tous. On va laisser le temps aux participants de tous se connecter parce qu'effectivement, on est encore nombreux ce jour et on vous en remercie. La thématique vous intéresse et c'est tant mieux. Le temps que les différents participants s'installent, on va vous faire un petit rappel des règles du webinaire de ce jour. Donc, il s'agit du deuxième webinaire consacré à la thématique des antipsychotiques et des personnes âgées dans le cadre des troubles de la confusion, avec des troubles neurocognitifs. Le précédent webinaire qui s'était déroulé le 4 avril a fait l'objet d'un replay. Si jamais vous n'y aviez pas accès, n'hésitez pas à revenir vers nos différentes structures. Aujourd'hui, on va aborder la suite en fait directe de ce que nous avions abordé avec un cas clinique porté par l'équipe d'Amiens et toujours l'intervention des autres structures liées au CHU de Caen et à l'EPSM de Caen. Donc aujourd'hui, on va réunir en termes d'intervenants le professeur Frédéric Bloch, chef de service de gériatrie au CHU d'Amiens, le docteur Lisa Mondé, pharmacien au CHU d'Amiens, le docteur Anne-Gaëlle Deloche, qui est neuropsychologue intervenante sur l'UMPSA de Caen, le docteur Céline Vasquen, pharmacien au PSM de Caen, qui sera là également. Ensuite, vous avez les deux équipes au Médit, avec moi-même, Mathieu et Alban, et les équipes du CR3PA, avec Lucille Deveau et Michael Caudron. Pardon, Michael. Je déconnecte quelques instants le micro, le temps de faire une petite manip, le temps que tout le monde finisse de... Voilà, c'est fait. Alors, j'ai encore un participant en attente. Là, c'est bon, tout le monde est rentré. Donc, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, nous allons faire un grand focus sur le pourquoi de la réévaluation des antipsychotiques. Donc, alors, pourquoi réévaluer les antipsychotiques? Parce qu'ils sont responsables d'effets indésirables fréquents, gain de poids, sédation, mais également d'effets indésirables qui peuvent être graves, avec des risques accrus de mortalité, des événements cardiovasculaires type AVC et également des symptômes extrapyramidaux. Et ces risques sont majorés en cas d'administration de doses élevées. Donc, il est essentiel de bien comprendre et de peser les balances bénéfices-risques sur l'usage des antipsychotiques, non seulement en début de traitement, mais aussi régulièrement et donc réévaluer en cours de traitement. Les messages clés qu'on va faire passer aujourd'hui, c'est les circonstances qui vont justifier l'arrêt d'un antipsychotique. On va les aborder au fur et à mesure et on va les aborder également à travers un cas qui sera présenté par le CHU d'Amiens. Donc, les circonstances qui justifient l'arrêt, ça va être un risque général plus élevé de décès, la survenue d'une chute qui peut être l'occasion de réévaluer la pertinence du traitement, alors pas seulement antipsychotique, l'apparition d'effets indésirables intolérables, l'absence de réponse clinique après 4 semaines à dose optimale et un message qu'on voit moins passer, mais qui peut justifier un arrêt, c'est tout simplement la stabilité comportementale depuis plus de 3 mois. Sur la première situation de réévaluation, il faut savoir que tous les antipsychotiques sont associés à une mortalité accrue. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Cynthia. Donc en effet, comme l'a dit Cynthia, tous les antipsychotiques ont été associés à une mortalité accrue, donc chez des personnes âgées souffrant de démence. L'ANSM a émis un rappel en décembre 2008 sur la sécurité d'emploi des antipsychotiques classiques chez les patients âgés déments. Ce rappel qui a fait suite à des communiqués de l'AFSAPS et à des lettres aux prescripteurs en 2004 et en 2005. Alors en fait, l'Agence européenne des médicaments a analysé le résultat de 2 études épidémiologiques récentes qui montraient une augmentation du risque de mortalité chez les patients âgés atteints de démence et traités par antipsychotiques classiques. Et l'Agence européenne du médicament recommande l'ajout d'une mise en garde concernant ce même risque dans le résumé des caractéristiques du produit de tous les antipsychotiques classiques
et rappelle qu'il y a un risque similaire qui avait été mis en évidence en 2004 et en 2005 avec des antipsychotiques atypiques, donc olanzapine, risperidone, aripiprazole. Alors, pourquoi réévaluer les antipsychotiques? Donc, la survenue d'une chute, c'est l'occasion toujours de réévaluer la pertinence d'un traitement chez le sujet âgé, et en particulier les psychotropes avec les antipsychotiques. Donc, les psychotropes exposent les sujets âgés à un surrisque majeur de chute et de fracture du col. Donc, le risque est multiplié par 2, notamment pour les neuroleptiques. L'arrêt de ces psychotropes, ça va diminuer le risque de chute, y compris celui de chute grave, qui vont nécessiter une intervention médicale. Donc, avant d'introduire tout psychotrope, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de rechercher des facteurs de risque de chute, de rechercher également systématiquement et régulièrement lors de la survenue de chute, rechercher la survenue de chute, pardon, chez tout patient traité par psychotrope, et reconsidérer l'indication en cas de survenue de chute, même sans gravité. Désolé, petit problème de micro. Donc, toujours, pourquoi réévaluer les antipsychotiques? Parce que, comme on l'a largement évoqué dans le premier webinaire, les antipsychotiques sont responsables d'effets indésirables. Des effets indésirables qui peuvent être intolérables et qui sont d'autant plus marqués chez la personne âgée. Parmi ces effets, on note pas mal d'effets indésirables neurovégétatifs et effets indésirables neurologiques. Notamment en fait de l'acathésie, des syndromes parkinsoniens avec des problèmes de coordination, de risque de chute. Donc attention aux cascades médicamenteuses avec des ajouts en plus d'anticholinergiques ou des ajouts de benzodiazépines. Et on va retrouver également des effets indésirables de type hypotension orthostatique, donc qui sont plus contributifs au risque de chute. Donc attention à la titration qui doit être lente, progressive au niveau de la dose. On va retrouver pas mal d'effets anticholinergiques et ça sera l'objet justement du cas que vous allez voir, avec donc une augmentation de la sensibilité, des effets indésirables physiques type constipation, tachycardie, des problèmes de vision, des problèmes également d'ordre psychologique avec une accentuation des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Donc attention particulièrement avec la clozapine et l'olanzapine. En termes d'autres effets, l'effet de sédation, avec une durée qui va être plus longue, un effet sédatif qui va avoir des effets vraiment impactants sur la notion d'éveil et sur ces décalages de jour-nuit. Ça peut induire des confusions, des désorientations et être également contributif de chute, et c'est généralement dose dépendant. Donc attention avec toutes les associations, interactions médicamenteuses qui peuvent jouer sur le système nerveux central. On évitera donc les antipsychotiques à profil plutôt sédatif, comme la chlorpromazine, la clozapine, voire la kétapine. Et enfin, ça va également entraîner des effets indésirables de type cognitif. Donc alors là, pour le coup, on a plutôt des informations qui peuvent être contradictoires, mais on sait que certains antipsychotiques peuvent accentuer un déclin de la fonction cognitive et peuvent donc accentuer les troubles de comportement. Donc, il faut toujours être vigilant quand on introduit ou qu'on a ce type de traitement en cours sur les effets indésirables dont peuvent être responsables en fait cette classe de molécules. Et donc, en termes d'indicateurs de pratique clinique, l'HAS avait déjà en 2012 alerté sur la coprescription de psychotropes. On sait qu'ils sont fréquemment en cause dans les effets indésirables chez le sujet âgé, avec les anxiolytiques, les hypnotiques, dont les benzos et les antihistaminiques, et les antidépresseurs, et que cette coprescription d'au moins 3 psychotropes n'est pas indiquée, même si elle est très fréquente, et elle concernait déjà plus d'un demi-million de personnes en 2011. Donc, dans tous les cas, on réévalue. L'indication de réévaluation est vraiment à faire lorsqu'on voit une coprescription d'au moins 3 psychotropes. Donc, il va falloir se réinterroger sur les indications de ces prescriptions, l'origine des diagnostics, l'origine des indications, d'arrêter les prescriptions inappropriées. On ne retrouve pas l'indication au regard, on l'arrête. Et comment on argumente celle qu'on juge pour le coup nécessaire en ayant toujours cet équilibre fragile sur la balance bénéfice-risque avec les connaissances qu'on peut avoir sur les effets indésirables chez le sujet âgé.
Alors, donc, lorsqu'on va réévaluer les traitements, on va soit cibler la réduction, soit cibler l'arrêt de l'antipsychotique. Donc, entreprendre la déprescription de l'antipsychotique chez les personnes atteintes de TNC majeur avec des SPC, quel que soit le type de leurs symptômes, et ceci d'autant plus si l'antipsychotique a été prescrit pour traiter l'insomnie ou alors des SPC autres que des symptômes d'agressivité ou des symptômes psychotiques. Donc, il y a deux stratégies. Donc, après un mois d'essai de l'antipsychotique à dose optimisée en l'absence de réponse cliniquement significative, là, on va déprescrire l'antipsychotique en ciblant l'arrêt. Et après 3 mois ou plus de stabilité comportementale, là, on va aussi envisager la déprescription de l'antipsychotique, mais là, en ciblant une réduction et, si possible, l'arrêt. Avec le professeur Bloch, nous allons vous proposer un cas clinique pour illustrer justement cette réévaluation des antipsychotiques. Donc, on vous présente le cas de Monsieur T, qui est un ancien représentant commercial, qui est veuf depuis 2015, qui a 2 enfants éloignés géographiquement. Il vivait seul au domicile avant son entrée en EHPAD qui s'est faite en mai 2021. Au niveau des antécédents, on retrouve des troubles neurocognitifs avec une leucopathie vasculaire et un MMSE qui était à 12 sur 30 en 2021. On retrouve également une surdité profonde appareillée, plusieurs chutes avec fracture et de l'arthrose diffuse. À ce moment-là, donc, son traitement comprenait du bisoprolol 1,25 mg, de la vitamine D et un peu de paracétamol si besoin. On note en novembre 2023 un changement brusque au niveau du comportement avec une irritabilité, une majoration des idées tristes et du repli, des refus de soins qui vont être fréquents, une désinhibition, une inversion du rythme nictéméral et une majoration des troubles neurocognitifs. Il n'y avait pas de chute et pas de changement médicamenteux qui pouvait expliquer ce changement de comportement. Il y a eu à ce moment-là un essai de la part des soignants d'associer la coopération aux soins d'hygiène et au repas avec la distribution de ces paquets de cigarettes parce que c'était quelque chose qui était important pour lui. Et cette démarche, elle semblait apporter des bénéfices à un moment, mais depuis quelque temps, c'était à nouveau inefficace. Les refus de soins devenaient quotidiens, les échanges n'étaient plus possibles, avec de la véhémence dans les propos rapportés. Le patient ne sortait plus de sa chambre, il ne quittait plus son lit, même pour les repas qui étaient devenus très rapides. Et toute proposition de la part de l'équipe, on avait derrière un refus, un conflit avec le patient. Dans ce contexte, le patient il est hospitalisé en février 2024 à la demande de l'EHPAD, puisqu'effectivement, on avait une majoration des troubles du comportement avec refus des soins d'hygiène, de l'alimentation. Le patient qui tenait beaucoup à ses cigarettes avait arrêté le tabac, alors qu'effectivement, il était un fumeur très ritualisé, et ça inquiétait beaucoup l'équipe d'EHPAD. Pendant son hospitalisation, il n'y avait aucun trouble somatique qui n'a été retrouvé, et le sommeil était plutôt bon. Son traitement à l'entrée comprenait du thiapridal, donc 0,5 mg matin et soir, de la myancérine 30 le soir, de la paroxétine 20 le matin et du Seresta 10 mg 1,5 le soir. Concernant son traitement antidépresseur, donc on sait que l'association de 2 antidépresseurs va pas être recommandée, surtout en première intention. Donc là, on avait de la myancérine plus de la paroxétine. La paroxétine, on sait qu'il y a des propriétés anticholinergiques, donc on va se méfier chez la personne âgée. Donc là, il avait été décidé d'arrêter cette paroxétine et d'augmenter la myancérine pour atteindre une posologie efficace de 60 mg. Donc cette association n'était pas recommandée et dans un premier épisode dépressif, on recommande de maintenir l'antidépresseur au moins 12 mois après la rémission. On sait, le choix de l'antidépresseur va dépendre du patient en fonction de son terrain, ses comorbidités, en fonction du type de dépression. Est-ce qu'on va plutôt aller sur un antidépresseur qui va être stimulant ou plutôt sur un antidépresseur qui va être sédatif? On sait qu'il y a vraiment 2 types d'antidépresseurs. On va également regarder est-ce que le patient n'a pas une insuffisance rénale, puisqu'il y a certains médicaments qui vont être contre-indiqués.
Et puis, on va regarder les associations. On pense notamment avec le citalopram et l'escitalopram à l'allongement du QT et donc la contre-indication absolue avec d'autres médicaments qui allongent le QT. Dans tous les cas, donc deux profils, des antidépresseurs sédatifs et des plutôt stimulants. Le moment de prise va être ciblé en fonction du profil de l'antidépresseur. Bien évidemment, les sédatifs, on va les prendre le soir pour éviter la somnolence dans la journée. Et les stimulants, on les prend le matin. Et donc en gériatrie, c'est valable pour les antidépresseurs, mais pour beaucoup de médicaments également. Donc c'est start slow, go slow. On va instaurer le médicament à petite dose et on va augmenter progressivement jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Et ça, c'est aussi important de se dire, on ne reste pas à la posologie d'instauration, puisque des fois, elle est insuffisante. On pense par exemple à la miancérine, où on va dire que la posologie efficace, elle est de 30, voire même 60 mg. La dose d'instauration, elle est de 10, et donc il ne faut pas rester indéfiniment à la dose de 10 mg qui va être insuffisante. Le traitement de sortie d'hospitalisation, on avait du thiapridal 0,5 mg le matin, la miancérine qui avait été majorée à dose efficace à 60 mg bien le soir, puisque la miancérine, c'est un antidépresseur qui est sédatif, et on avait du Seresta le soir également. Un mois après son retour, les soignants font l'état donc de la persistance d'une opposition à la toilette, mais le monsieur accepte facilement de se rendre en salle de restauration pour le repas et il est volontaire pour participer aux animations. Il ne présente pas de propos persécutés, il a un bon contact avec les soignants, il recommence à fumer, il est souriant, donc on note une amélioration au niveau de son comportement. Et on va profiter de ce cas clinique pour proposer de présenter un dispositif qui est actuellement expérimenté sur le territoire d'Amiens. C'est une cellule de suivi de consommation des psychotropes qui a vraiment pour intérêt d'accompagner les équipes d'EHPAD dans la bonne utilisation des psychotropes et dans les situations où l'équipe de l'EHPAD va s'inquiéter d'une consommation inappropriée de psychotropes, elle peut, soit dans le cadre d'un diagnostic institutionnel, c'est-à-dire pour s'interroger sur l'ensemble des prescriptions de psychotropes de son établissement ou, comme c'est le cas dans le cas clinique, dans le cas d'un diagnostic individuel qui peut être fait par le médecin coordonnateur, l'équipe de l'EHPAD en lien avec le médecin traitant, réaliser par l'utilisation d'une fiche diagnostique un diagnostic de consommation inappropriée de psychotropes qui peut permettre de faire intervenir la CSCP qui pourra mettre en place des préconisations et assurer un suivi sur une douzaine de mois. Alors là, je vais lancer juste un petit questionnaire qui va vous prendre quelques secondes. D'après vous, par rapport à la première présentation là, du cas que vous avez vu et la sollicitation donc, de cette cellule de suivi, est-ce que vous pourriez là nous citer quelques antipsychotiques que vous connaissez être potentiellement inappropriés? Normalement, pour ceux qui ont l'application Teams, vous devez voir en fait apparaître ce qu'on appelle un questionnaire Pulse, dans lequel voilà, vous pouvez directement renseigner vos réponses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rendre dans la conversation voilà, sur le côté. Je vois qu'il y a déjà des réponses qui arrivent, merci. Pareil, vous pouvez répondre à travers la conversation, vous devriez voir arriver ce sondage de la même manière. Donc, parmi les premières réponses qu'on voit, je vais attendre un petit peu, parce que là, on n'a que 8 réponses. On a 120 participants, on va se dire qu'on va attendre une vingtaine, 20-25 réponses avant de guider un peu plus. Alors, j'attends encore quelques secondes, voilà, pour atteindre la barrière des 20. Encore une. Voilà, on voit, merci beaucoup. Donc, on voit, je ne sais pas pour ceux qui ont l'application, mais en gros, dans les éléments de réponse, on voit l'allopéridol qui revient, le tertian, la risperidone, le thiapridal, les tranxènes. Merci, effectivement, on avait mis un antipsychotique, mais vous avez ouvert de manière générale aux psychotropes, la cimémazine.
le Lorcatil, Tranxène, les antipsychotiques de première génération, oui, tout à fait. Donc ça, c'est pour te laisser voilà, l'ouverture sur la prochaine diapo, Alban. Donc, je vous remercie. Merci pour vos réponses. Donc, vous avez la liste Remedies, donc, qui est une liste explicite de médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé. Donc, avant, ça correspondait à la liste de la Roche qui a été actualisée il y a quelques années. Et dans cette liste, vous allez retrouver les médicaments potentiellement inappropriés, les antipsychotiques, dans les TNC majeurs. Donc, vous retrouvez listés en critères CC10 les neuroleptiques conventionnels, donc vous en avez cité quelques-uns, la misulpride, la chlorpromazine, la siamémazine. Vous avez aussi le thiapride qui est dedans, la loxapine, donc c'est une liste très large. Vous avez aussi des neuroleptiques atypiques, aripiprazole, clozapine. Donc pourquoi est-ce que c'est inapproprié? Vous avez un risque d'aggravation des troubles cognitifs et ou confusionnels, de la sédation, des troubles de la marche avec le risque de chute dont on parlait tout à l'heure avec un risque de traumatisme crânien. Et comme on l'évoquait aussi, l'augmentation du risque d'accidents vasculaires cérébraux et le risque de décès. Et vous avez sur la droite, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais vous avez les alternatives, les préconisations. Donc privilégier en première intention un traitement non pharmacologique, l'approche comportementale et ou la thérapie cognitivo-comportementale, et si le traitement pharmacologique est nécessaire pour la prise en charge des troubles du comportement. Et après avis spécialisé, vous pouvez prescrire en première intention un antidépresseur tel qu'un ISRS à faible dose et progressivement croissante, et en seconde intention de la risperidone et de l'olanzapine, recommandé, comme on le disait tout à l'heure, pour la durée la plus courte possible, à faible dose et progressivement croissante, avec toujours une réévaluation de la balance bénéfice-risque. Les antipsychotiques et les effets indésirables neurovégétatifs, donc ça, je pense que vous le savez déjà, vous avez un certain nombre d'antipsychotiques tels que le tertian, la chlorpromazine et bien d'autres qui vont avoir des effets anticholinergiques, la sécheresse buccale, la constipation, la rétention urinaire, la tachycardie, etc. Donc, il va falloir éviter aussi les antipsychotiques à profil sédatif, chlorpromazine, clozapine, olanzapine et quétiapine à forte dose. Et puis, vous avez aussi des effets adrénolytiques avec l'hypotension orthostatique. Et la fréquence de cette hypotension orthostatique est accrue chez les sujets âgés, d'autant plus s'ils ont des traitements tels que des antihypertenseurs associés. Je parlais des effets indésirables anticholinergiques, donc vous avez à la fois des effets indésirables périphériques et centraux. Et vous avez nos collègues de l'Omédite Pays de la Loire qui ont établi en fait un outil de calcul de la charge anticholinergique qui se base sur deux échelles, l'échelle de Boustany pour les effets indésirables anticholinergiques centraux et l'échelle de Briette qui évalue plutôt la charge anticholinergique périphérique. Donc, vous avez en accès libre ce calcul automatique de la charge anticholinergique via leur calculateur sur leur site internet. Donc, si on veut donner 5 conseils pour déprescrire, déjà, il faut se donner des opportunités de déprescrire. C'est-à-dire qu'il faut réévaluer les prescriptions, même s'il n'y a pas de nouveaux symptômes, se donner l'opportunité de déprescrire. Ensuite, il faut identifier l'indication avant de déprescrire, c'est-à-dire se demander pourquoi le médicament avait été introduit et est-ce que l'indication est encore présente. Il faut toujours faire ça de manière partagée, donc avec le patient s'il peut donner son accord, mais aussi avec la famille, l'aidant et l'équipe de soins. C'est important que ça soit fait de manière pluridisciplinaire. Il y a des stratégies pratiques qu'on peut donner. Par exemple, on peut se dire qu'on peut arrêter les antipsychotiques lorsqu'ils sont prescrits pour l'insomnie. Il y a des médicaments qu'il faudra toujours réduire de manière progressive avant de l'arrêter. Donc, on réduit à 25 ou 50% de la dose chaque semaine. Ou alors, chez certains traitements, quand on voit que la posologie est élevée, on peut essayer de diminuer cette posologie jusqu'à atteindre la dose minimale efficace.
Il faut aussi avoir conscience que lorsqu'on déprescrit, les symptômes peuvent réapparaître, donc bien signaler à l'entourage et aux soignants et aux patients afin qu'il y ait une surveillance de ces effets qui peuvent réapparaître. Donc, si on reprend notre cas clinique, la situation de Monsieur T, dans ce cas-là, en utilisant la fiche diagnostique d'une consommation inappropriée de psychotropes, on voit qu'il y avait deux situations qui augmentaient le score et qui étaient en faveur de la sollicitation de la cellule de suivi de la consommation de psychotropes. C'était l'utilisation d'un neuroleptique d'ancienne génération et l'utilisation d'un neuroleptique en traitement prolongé de plus de 4 semaines sans réévaluation. Donc dans ce cas-là, la CSCP est intervenue. Elle a proposé la poursuite de la diminution de la dose de thiapridal jusqu'à arrêt et de voir de quelle manière on pouvait faire une évaluation de la douleur et, si besoin, administrer un antalgique. La cellule avait aussi pour mission de faire des propositions de thérapie non médicamenteuse. Donc, ces préconisations dans le cas de ce patient étaient de favoriser l'orientation temporelle pour faciliter l'acceptation par l'usage d'affichage de l'emploi du temps ou sur lequel pouvaient apparaître les animations, les séances de kinésithérapie, le jour de la douche, le jour de distribution de cigarettes. Ne pas réitérer trop de fois le report de soins pour éviter les conflits et de dissocier la coopération aux soins de la distribution des cigarettes comme ça avait pu être fait à un moment, et enfin d'encourager Monsieur T à participer aux animations. La CSCP a pu assurer un suivi et à 1 mois, il y a eu un contact entre les membres de la cellule et la psychologue et l'infirmière de l'EHPAD. Il a pu être constaté une recrudescence majeure de la désinhibition sexuelle envers le personnel soignant et les résidents de l'EHPAD, une majoration du refus de soins qui était toujours très présent, associé à de l'irritabilité, voire de l'agressivité. Et alors que l'éthylisme était sevré depuis janvier 2020, Monsieur T réclamait à nouveau de l'alcool de manière fréquente. Donc, après avis médical, devant la persistance des troubles, il a été préconisé d'introduire de l'olanzapine, du Zyprexa, 5 mg le matin. Alors, afin de repérer les prescriptions potentiellement inappropriées d'antipsychotiques chez la personne âgée, nous pouvons nous aider de guidelines et de consensus d'experts, notamment ceux de la Haute Autorité de Santé et de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Donc, ces recommandations vont expliciter le choix de traitement, les interactions médicamenteuses, les contre-indications, etc. Et pour les recommandations de la SFGG, elles sont toutes récentes puisqu'elles datent de 2024. Si on fait un focus sur l'olanzapine, alors l'olanzapine n'a pas l'AMM en France dans cette indication, mais elle a été recommandée par la HAS en 2009. Alors l'efficacité a été jugée faible à modeste, avec une efficacité jugée faible à modeste qui a été mise en évidence dans le traitement de l'agressivité dans l'AMA. Alors, si on regarde donc dans les recommandations de la SFGG, on peut voir qu'il y a toutes les informations pour l'aide à la prescription de l'olanzapine avec donc la dose initiale 2,5 ou 5 mg le soir, une augmentation par palier avec 2,5 mg tous les 10 jours, donc une prise par jour le soir, 10 mg par jour comme dose maximale. Le temps pour évaluer l'efficacité, c'est 2 à 4 semaines à partir de la dose optimale. Et la durée de prescription, 3 mois à la dose minimale efficace avec un arrêt progressif. Mais attention, parce que donc, l'olanzapine présente un risque métabolique plus important et un risque plus élevé d'événements cérébrovasculaires supérieur à la risperidone avec une efficacité très modeste. Donc ainsi, il ne faut pas l'utiliser, pas prescrire en première intention l'olanzapine.
Dans le cas de Monsieur T, le suivi par la cellule à 4 mois a montré une nette amélioration puisqu'il y avait l'absence de désinhibition à caractère sexuel, il n'y avait plus de refus alimentaire, le patient avait même recommencé à se rendre seul dans la salle de restaurant et il n'était plus opposant et dans le refus de ces traitements. Il est donc, dans ces conditions-là, préconisé l'arrêt de l'olanzapine. Et le suivi à 6 mois a permis de montrer qu'il n'y avait pas eu de réapparition de la symptomatologie, que Monsieur T présentait encore quelques épisodes d'opposition, notamment à la toilette, mais c'était des oppositions que l'équipe arrivait à gérer et en utilisant des mesures non médicamenteuses qui étaient efficaces. Effectivement, les mesures non médicamenteuses ou INM sont à considérer comme étant complémentaires des traitements psychotropes pour l'accompagnement des manifestations psychocomportementales du sujet âgé. Je reprends la définition du référentiel que vous avez en lien sur cette diapo, à savoir, vu dans un cadre scientifique, ce sont des méthodes ciblées sur un problème de santé connu par la médecine occidentale, explicable, efficace, sûre et encadrée. Donc ça, c'est effectivement des recommandations très théoriques. Étant clinicienne de terrain, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles de calquer et d'autres un petit peu moins. Dans tous les cas, il faut considérer ces interventions non médicamenteuses comme des leviers thérapeutiques quand même à privilégier auprès de nos patients parce qu'il y a quand même des risques qui sont limités en termes d'effets indésirables et d'interaction. Quoique, si l'approche soignante n'est pas adaptée, on peut tout à fait être à l'origine de l'apparition, voire de la majoration d'un trouble du comportement. Les recommandations que vous voyez ici sont plus que pertinentes. Avoir des référents formés qui proposent des actions de soins non médicamenteux de façon consistante et qui statuent sur l'efficacité de leurs actions via de la traçabilité. Finalement, c'est assez idéalisé par rapport à ce qu'on peut rencontrer au niveau des équipes de soins sur le terrain, en lien avec de nombreuses limites, un manque de formation, un manque de moyens, un manque de temps, de l'épuisement qui est aussi présent chez les équipes, du turnover qui permet finalement une assiduité assez limitée dans cet accompagnement non médicamenteux des patients, des résidents. Au quotidien, ce qu'on peut nous conseiller, c'est être dans des interventions non médicamenteuses en prévention des troubles, dans l'idée de les prévenir et d'agir au plus tôt avant la cascade psychocomportementale, et aussi des interventions non médicamenteuses en intervention face à un trouble du comportement aigu, avec un facteur très déterminant dans les comportements de nos patients, à savoir la posture soignante, le savoir-être et le savoir-faire de nos collègues. Quand nous, on propose en intervention une analyse psychocomportementale parce que les comportements sont identifiés comme étant problématiques, alors on ne va pas parler de protocole puisque c'est de la clinique, mais on a quand même un déroulé assez clair qui commence par la description de ce qui se passe et l'analyse, notamment rechercher des facteurs en jeu dans les modifications de comportement, que ce soit des facteurs environnementaux, iatrogènes, somatiques, ça peut être multiple. Le traitement des causes curables en deuxième intention, une fois qu'on a fait cette recherche-là. Et la question qu'il faut toujours se poser, c'est quel impact a ce comportement défini comme un trouble du comportement? Est-ce qu'il est acceptable ou pas? Est-ce que ça met en souffrance le patient, ses proches, d'autres résidents, les soignants? Parce qu'il n'est pas toujours nécessaire d'intervenir face à un comportement dit trouble du comportement. Une fois qu'on a fait tout ce préambule, on identifie des stratégies non médicamenteuses à mettre en place et on envisage, nous, quand on va conseiller aux équipes, une mise en place d'une procédure d'à peu près 2-3 semaines. Ensuite, on fait un état des lieux. Je pense que typiquement, les EHPAD à l'heure actuelle n'ont pas ces moyens-là. On reste toujours, nous, en soutien pour revenir faire des réunions pluridisciplinaires et analyser les effets de ce protocole non médicamenteux. Et ensuite, c'est à eux de rester en charge de la validation du projet de soins et de la réévaluation continue de ce projet de soins en termes de profil psychocomportemental et de techniques non médicamenteuses, mais aussi du coup des thérapeutiques médicamenteuses.
D'autres points sont facilement adaptables à la pratique clinique et devraient être d'autant plus diffusés, à savoir la recherche de consentement du patient, la ritualisation des interventions, la personnalisation, l'individualisation de ces interventions en fonction du recueil d'informations qu'on fait en amont sur son histoire, ses préférences sensorielles, ses préférences alimentaires, ce genre de choses. Et j'ai vu inviter les soignants et les aidants à participer aux INM. Effectivement, c'est une très belle idée et ça me paraît plutôt possible en pratique du terrain. Former les professionnels aux troubles cognitifs du sujet âgé, nommer des référents, et c'est ça peut-être aussi qui peut manquer, et pourquoi pas prescrire au même titre que de l'activité physique adaptée, sont probablement des mesures qui pourraient faciliter l'investissement des professionnels de ces interventions non médicamenteuses et qui pourraient aussi favoriser peut-être la déprescription. Je me suis laissé la liberté de commenter plutôt le protocole. Finalement, ça, c'est des données qui ressortent de la littérature où on va identifier en fonction du stade de la maladie ce qui paraît le plus adapté en termes aussi de fréquence à adapter. Il y a un certain enjeu aussi à la sur- et à la sous-stimulation des patients auxquels il faut rester très attentif. Mais voilà, ça, je pense qu'une lecture individuelle sera suffisante. Tout à fait. On nous a condensé en fait les recommandations qui sont positionnées justement dans le guide dont on vous met le lien. Et vous retrouvez effectivement un certain nombre d'INM avec des conseils autour du nombre de séances, de durée de séance et de type d'intervenants recommandés que vous retrouverez vraiment dans le guide. De ce fait, au niveau des messages clés, En ce qui concerne les messages clés, donc on l'a vu, il faut avoir une vraie vigilance sur l'usage et les prescriptions des psychotropes, notamment les prescriptions potentiellement inappropriées de psychotropes et dans des lieux particulièrement à risque comme les EHPAD, parce qu'il y a une population de résidents qui présentent des maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentée importante avec souvent d'importants symptômes psychocomportementaux. Et dans ce cadre-là, une expérimentation comme la cellule de suivi de consommation de psychotropes peut avoir un intérêt et on verra si cette expérimentation est couronnée de succès et peut être étendue sur d'autres territoires des Hauts-de-France et de Normandie. Il faut évidemment penser à réévaluer régulièrement les psychotropes et savoir déprescrire les antipsychotiques. Et ne pas oublier qu'une des possibilités pour déprescrire les antipsychotiques, c'est si le tableau est stable, plus de 3 mois. Donc la déprescription des antipsychotiques, il y a les raisons auxquelles on pense assez facilement, c'est évidemment la survenue d'effets indésirables et l'absence de réponse. Mais il ne faut pas oublier que tout tableau stable plus de 3 mois doit faire penser à la déprescription des antipsychotiques. je vais arrêter le partage quelques instants. On en a fini, entre guillemets, pour ce deuxième épisode. On va laisser la place à quelques questions auprès de nos intervenants si vous avez besoin d'informations complémentaires. Alors, il y avait une première question. Pourquoi ne pas avoir mis la risperidone pour le patient au lieu de l'olanzapine? Alors, effectivement, il faut privilégier d'une manière générale la risperidone parmi tous les antipsychotiques à utiliser chez le patient âgé avec des troubles neurocognitifs et des symptômes psychocomportementaux. Après, il s'agissait d'un cas clinique et dans cette situation-là, ce qui avait fait orienter vers l'olanzapine, c'était l'existence de troubles thymiques parce que l'olanzapine a une indication et elle a l'AMM aussi en tant que thymorégulateur. Donc c'était dans cet objectif-là que ça avait été préféré à la risperidone. Il y a eu une deuxième question qui est arrivée, alors qui est
complète, donc je prends le temps de la lire. Quel psychotrope a conseillé pour un patient avec des troubles neurocognitifs sévères et des symptômes psychocomportementaux à type d'agressivité et délire de persécution et qui est sous 50 mg de méthadone au long cours pour douleur dans un contexte de métastase osseuse? Alors, c'est très précis comme question. Est-ce que c'est difficile de répondre évidemment, hein, parce que on n'est pas là pour faire répondre à des situations individuelles. Et évidemment, les premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a déjà eu d'autres traitements qui ont été instaurés? Est-ce qu'il y a déjà des antipsychotiques qui ont été utilisés? Et quelle a été la durée des troubles et l'efficacité des traitements qui ont été débutés? Et évidemment, c'est toutes les questions qu'il faut se poser pour réfléchir à un traitement qui pourra être adapté, mais avec l'idée malgré tout, et comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il faut essayer d'aller vers une molécule qui est adaptée à la situation du patient et plutôt des antipsychotiques de nouvelle génération d'une manière générale. Alors, il y a une autre question qui est arrivée, peut-être pour nous parler du lien entre la désinhibition sexuelle et paroxétine. C'est-à-dire la question est de savoir si la paroxétine peut être utilisée dans les situations de désinhibition sexuelle ou au contraire, est-ce que la paroxétine peut être source de désinhibition sexuelle? Quelle est la question exacte? On n'a pas plus Alors, de précision. Voilà, c'est pas précisé, donc on va peut-être en poser une autre. Et si la personne qui a posé la question veut bien préciser dans la partie conversation, du coup, en attendant, on la met en stand-by et je propose la question, si l'agressivité recommence après l'arrêt des antipsychotiques, est-ce qu'on represcrit? Point d'interrogation. C'est une des raisons, en tout cas, pour laquelle on peut recommander, au bout de 3 mois de stabilité du traitement, d'arrêter les antipsychotiques. C'est justement pouvoir se donner la possibilité de réintroduire ce traitement si la symptomatologie réapparaît. Alors évidemment, d'une part, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une cause extérieure somatique qui explique la réapparition des symptômes qui pourrait, en la prenant en soin, faire disparaître cette symptomatologie avant de represcrire l'antipsychotique. Mais également, ça explique pourquoi, si on n'avait pas arrêté l'antipsychotique, on serait là dans une surenchère d'augmentation de dose à chaque fois que réapparaissent des troubles, jusqu'à des doses qui ne seraient pas tolérées. Donc l'intérêt d'arrêter les doses d'antipsychotiques, c'est qu'à chaque fois, on peut repartir à la dose minimale efficace. Alors, une autre question. Certains résidents sont sous antipsychotiques injectables, type Risperdal, Aldol. Est-ce normal en EHPAD? Alors là, je pense qu'on est plutôt face à des patients qui ont des psychoses vieillissantes et dont c'est le traitement au long cours depuis plusieurs années. Et dans ce cas-là, c'est plutôt au psychiatre de répondre. Mais on n'a pas de raison, si c'est bien équilibré, d'y toucher. C'est peut-être le moment juste de compléter un tout petit peu les propos du professeur Bloch, en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. C'est une thématique qu'on envisage de traiter sous forme de webinaire d'ici à la fin de l'année 2025. La question de la prescription d'antipsychotiques dans le cadre, de patients suivis en psychiatrie et vieillissants. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés parce que ça fera probablement l'objet d'un webinaire à proprement parler. Alors, il y a une autre question qui vient d'arriver. Mon médecin a l'habitude de débuter par la paroxétine avant les neuroleptiques. Alors, c'est plutôt un commentaire qu'une question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut compléter. Les indications de la paroxétine et des neuroleptiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est une pratique qui questionne, hein, mais c'est vrai qu'on a plutôt envie d'apprécier la raison pour laquelle on souhaite débuter un traitement et voir quelle est
le traitement le plus adapté. Souvent, on peut effectivement, dans un premier temps, s'assurer qu'il n'y ait pas des angoisses ou de l'anxiété qui pourraient être causées par des idées délirantes ou des hallucinations, et que peut-être un anxiolytique pourrait être efficace, mais l'indication de la paroxétine avant les neuroleptiques, je vois pas très bien. L'autre hypothèse, c'est, mais pas la paroxétine, mais un traitement antidépresseur qui peut être efficace dans certaines formes de dépression délirante qu'on peut voir chez le sujet âgé, avec une dépression et des thématiques de persécution, de vol, etc., pour lequel un traitement antidépresseur peut être efficace, mais pas la paroxétine en particulier, avec tous voilà, les risques qu'on a évoqués tout à l'heure de l'usage de la paroxétine chez le sujet âgé. Nouvelle question, faut-il privilégier les antipsychotiques aux benzodiazépines à courte durée d'action? Moi, j'ai envie de dire que non, hein. Et les antipsychotiques, on l'a vu, hein, c'est vraiment une molécule, même si c'est les antipsychotiques de nouvelle génération et dont la tolérance est meilleure, qui malgré tout restent des médicaments aux effets indésirables très importants, avec la risque de survenue des effets indésirables qui est plutôt âge dépendant que dose dépendant. Donc plus on sera chez un sujet âgé, plus on aura un risque d'avoir des effets indésirables sur l'usage des antipsychotiques chez la personne âgée. Et c'est moins le cas chez les benzodiazépines à demi-vie courte, qui ont normalement justement une meilleure tolérance. Donc je pense que ça répond à la question. Nouvelle question. Est-ce que dans les états d'agitation aiguë exceptionnelle, la loxapine reste indiquée? La loxapine, elle peut être indiquée en dernière intention, après avoir essayé toutes les techniques, d'abord évidemment non médicamenteuses, puis commencer par des anxiolytiques. L'intérêt de la loxapine, c'est que c'est la voie d'injection, en fait, quoi. C'est la voie d'administration qui peut se faire par voie injectable, dans certains cas, est la dernière solution possible pour administrer un traitement à un patient en cas d'agitation aiguë avec mise en danger de la personne. Mais ce n'est pas de la première intention, c'est vraiment en dernier recours, et effectivement très souvent les arbres décisionnels pour traiter une agitation aiguë peut le recommander en dernière intention. On a une question dans la continuité. Ainsi, une personne agitée avec des troubles du comportement, est-ce qu'on privilégie la loxapine ou le thiapridal? Je pense que la réponse, elle est la même. La loxapine, en sachant qu'on a aussi de plus en plus de recommandations pour le midazolam, hein, qui a une benzodiazépine à demi-vie très courte, qui peut se donner par voie injectable ou orale, et qui permet d'avoir une réponse rapide dans la crise d'agitation aiguë. Et effectivement, pour rebondir là-dessus, au niveau des recommandations, on a vraiment le protocole midazolam qui est bien décrit, puisqu'on le sait, le midazolam, ça fait un moment qu'on l'utilise dans les phases aiguës. Et là, on a vraiment des choses qui sont proposées en termes de posologie, fréquence de réadministration, etc. Alors, il y a un commentaire, enfin une dernière question, je pense que c'est une question qui vient d'arriver. Dans les EHPAD, en gros, est-ce que c'est OK d'utiliser de l'imidazolam? Bien du midazolam, je pense que c'était en complément de la réponse de Monsieur Bock et de Madame Mandé par rapport à la crise comportementale. Le tout, c'est de savoir alors, si c'est une question, parce que c'est vrai que là, vous êtes en mode utilisateur inconnu, si vous pouviez préciser. Est-ce que c'est une question d'accessibilité, de protocolisation? On peut dire, c'est que pendant longtemps, le midazolam, effectivement, ne pouvait pas être accessible dans les pharmacies de ville pour Ouais. certains EHPAD, mais malgré tout, il y a eu une simplification
sa prescription. Donc, normalement, c'est d'usage plus facile, mais je ne sais pas si quelqu'un peut commenter. Oui, il y a eu un complément. C'est bien une question pour la dispensation. C'est un professionnel de Crépy-en-Valois qui posait la question. D'accord. Donc, vous dépendez peut-être d'une officine. Non, vous avez une PU interne, donc théoriquement, l'accessibilité vous est quand même facilitée, oui. Et effectivement, pour compléter, vous retrouverez vraiment comme le disait le docteur Mondé, il y a tout le descriptif de la protocolisation du midazolam dans le chapitre crise comportementale des guides. On le remettra. Ce webinaire fait aussi l'objet d'une fac. Donc l'ensemble des questions là qu'on traite, on y répond là, mais on va également les poser et on vous remettra les liens utiles correspondants. Alors, il y a une petite question qui était passée à la trappe juste avant, donc je me permets de la reposer. Peut-on prescrire un antipsychotique pour réaliser un scanner ou IRM cérébral? Si oui, lequel de préférence? C'est là où on peut avoir l'intérêt je reviens sur le midazolam, mais ça peut être intéressant justement, comme le midazolam a l'indication avant tout petit geste chirurgical, hein, dans une visée un peu de sédation avant un geste, et ça peut être intéressant parce que ça a une demi-vie assez courte de l'utiliser avant un geste comme une imagerie IRM ou scanner. La dose maximale, je pense, qui est demandée. Le midazolam? Oui, je pense. Alors, c'est vrai que les nouvelles recommandations, alors la dose maximale, elle est de 10 mg aujourd'hui par jour. En général, les nouvelles recommandations parlent de débuter à 1 mg. C'est vrai que nous, on a une expérience maintenant de plusieurs années où on commence à 2,5 mg, qui est une dose minimale et efficace et bien tolérée, avec la possibilité de répéter à 30 minutes si on n'est pas efficace, et pour un maximum de 10 mg par jour. Je vois qu'il y a d'autres questions sur le midazolam par rapport à la voie d'utilisation. Effectivement, nous, en tout cas, on utilise beaucoup le midazolam per os ou en sous-cutané. L'intranasal, ça peut se faire, notamment avec les dispositifs d'administration type MAD nasal. Nous, on ne le fait pas parce qu'on est quand même pas forcément sûr de la dose là que le patient reçoit. Au niveau des urgences sur le CHU, ils le font. Mais effectivement, nous, dans les services de gériatrie, on ne le fait pas en intranasal. Et au niveau de la forme de midazolam qu'on utilise, effectivement, on n'a plus l'osalin qui était la forme buvable. Ce qui peut être utilisé, c'est soit le bucolam, qui est normalement réservé à l'épilepsie de la pédiatrie, ou les ampoules injectables qui peuvent se prendre en buvable éventuellement. Mais effectivement, on n'a pas de formes qui ont l'AMM à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est à peu près d'autres tout pour les questions? Oui. questions. Alors, voilà, c'est vrai qu'on approche là de la fin. On a été bien vraiment dans les temps. Le webinaire sera bien entendu disponible en replay sur nos différentes chaînes et puis sites respectifs. Dans tous les cas, tous ceux s'étant inscrits vont recevoir automatiquement un lien de disponibilité pour pouvoir récupérer le replay et la présentation. Comme le disait Lucille, on a dans le projet
plus que projet, de pouvoir vous présenter un webinaire dédié aux antipsychotiques sur le côté des pathologies psychiatriques vieillissantes. La date arrêtée serait aux alentours de mi-octobre, donc sans doute le jeudi 16 octobre, mais vraiment on y va avec précaution parce qu'on a encore un certain nombre de travail et de positionnement d'intervenants à valider. Dans tous les cas, vous serez dans la boucle des informations et on fera par le même relais de communication que vous avez eu là aujourd'hui en accessibilité à ce webinaire, on fera de la même manière pour que vous puissiez suffisamment vous y prendre. Mais dans tous les cas, ça sera également un jeudi sur le même créneau de 13h à 14h. On essaie d'adapter vraiment des créneaux horaires courts pour que vous puissiez vous connecter. Et comme je vous le disais, voilà, l'ensemble des questions sera collégé dans une fac. Pour les questions d'attestation de présence, bien entendu, on vous fera également des attestations de présence. Je sais qu'il y en a quelques-unes dans le chat, il y en a une également par formulaire. On fera le nécessaire. À la clôture de ce webinaire, on va recevoir la liste des inscrits et la liste des participants. Ceux qui nous ont déjà mis un message, ne le remettez pas, on va vous cibler, on va vous renvoyer. Si d'ici une semaine, pour autant, vous en avez besoin et vous ne voyez rien venir, vous savez nous contacter. Vous avez reçu nos différents mails, donc n'hésitez pas à contacter nous trois ou l'un de nos trois structures. En tout cas, on tenait encore une fois à remercier nos intervenants. Merci de votre présence, merci pour la qualité de vos interventions et merci pour votre présence et votre aide à la construction de ces webinaires. On voit que c'est encore une fois, c'est une thématique qui, je ne vais pas dire qui plaît, mais qui intéresse énormément et qui est vraiment source de questionnement. On espère que ça aura pu vous apporter. Et puis, on vous retrouve, on laisse passer l'été, histoire de continuer sur notre cheminement. Et on vous retrouve à la rentrée sur une communication sur le 3e webinaire. Un grand merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt.